Alors Étienne Klein, nous sommes ravis de vous revoir aux Utopiales. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, c'est pour parler du temps. C'est la problématique de l'édition de cette année. Et on va attaquer d'entrée en vous demandant qu'est-ce qui rend légitime de s'interroger sur le temps. Comment penser le temps ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous commencez fort, mais vous posez une question qui m'intéresse en effet, c'est de savoir qui est légitime à parler du temps, puisqu'en fait tout le monde en parle. Et d'ailleurs j'ai écouté les exposés de tout à l'heure de certaines personnes, et le mot temps, il est utilisé sans jamais être vraiment interrogé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on appelle le temps ? En fait, on peut en parler sans l'avoir jamais défini. Et la question qui est posée, c'est finalement... qui est légitime à parler du temps ? Est-ce que ce sont les philosophes qui ont construit des doctrines sur le temps ? Il y en a beaucoup. Est-ce que ce sont les physiciens qui en ont fait un paramètre très important de la physique moderne à partir de Galilée et surtout de Newton ? Est-ce que c'est nous, par notre façon de le dire, qui approchons de sa vérité ? Est-ce que ce sont les historiens qui racontent la suite des événements ? Enfin voilà une question assez difficile en fait. Et d'ailleurs, elle n'est jamais résolue, puisque quand on organise un colloque sur le temps, et notamment, on l'a beaucoup fait en l'an 2000, je ne sais pas pourquoi, en l'an 2000, il y a eu 257 colloques sur le temps en France, et c'était toujours le même plan. On fait d'abord parler un philosophe, puis un cosmologiste, puis un géologue, puis un biologiste, puis un psychologue. Et ensuite, on essaie de faire une synthèse qui, évidemment, n'a jamais lieu, puisque chacun a parlé... non pas du temps même, mais de la temporalité des phénomènes de sa propre discipline. Et donc la question que vous posez, je crois que c'est la plus difficile, mais comme le sujet de ces utopiales, c'est le temps, il faut quand même l'aborder un peu. Et moi, je pense que le réflexe qu'on a toujours quand on pose cette question, c'est de dire, mais finalement, le temps, c'est une affaire de philosophe. Le temps, c'est un concept, il a été pensé, il a été inséré dans des systèmes plus ou moins élaborés, parfois très cohérents, donc très convaincants. Et donc on se dit, mais finalement les philosophes sont ceux qui ont le plus réfléchi au temps. Et d'ailleurs le mot temps est apparu chez des philosophes bien avant d'apparaître chez des physiciens. Et donc on se dit, bah voilà, on va suivre cette pente, celle de la philosophie. Et c'est tout à fait légitime, sauf que ça pose assez rapidement une difficulté, qui est que les philosophes ne sont pas tous d'accord entre eux. Et donc il faut faire des choix. Qui on va choisir comme philosophe ? Il y en a qui vont vous dire que le temps, c'est la furtivité, c'est l'évanescence. D'autres qui vont dire qu'au contraire, c'est une sorte d'arène intemporelle qui accueille la suite des événements. Il y en a qui vous disent que le temps dépend de la conscience. D'autres qui vous disent qu'au contraire, c'est un être physique qui ne dépend pas de la conscience. D'autres vous disent que le temps est une fabrication culturelle, qui d'ailleurs n'existe pas dans toutes les cultures, ni dans toutes les civilisations. Les Chinois, par exemple, la Chine n'a pas pensé le temps comme nous. Elle a pensé la temporalité, mais sans invoquer un paramètre abstrait qui serait le temps auquel on pourrait rapporter la suite des événements. D'autres vont dire que c'est une fabrication presque psychique, ou quelque chose qu'on fabrique par la structure même de notre cerveau et qu'on projette sur le monde. Bref, et c'est normal, les philosophes ne sont pas d'accord entre eux. Et donc si vous dites ce sont les philosophes qui sont légitimes à parler du temps, il faudra faire des choix, et selon quels critères vous les ferez ? Est-ce que c'est la cohérence du système proposé ? Est-ce que c'est l'auteur qui a plus de prestige que les autres ? Est-ce que c'est l'élégance de sa formulation ? Bref. Et donc, ça, c'est la première difficulté. Il y en a une seconde qui est corrélative de la première, d'ailleurs, c'est que, en fait, le temps est une question, ça a été remarqué par Francis Wolff, par exemple, c'est une question qui clive l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a tout un camp de doctrines qu'on appelle les philosophies de la conscience, qui disent que finalement le temps est une notion qui dépend de la présence d'un sujet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui raconte le passage du temps pour que l'idée de temps prenne sens. Et puis il y en a d'autres qui disent non, ça n'a rien avec le sujet, c'est indépendant de l'observateur, c'est une entité objective qui déploie simplement des chronologies. Par exemple, si je dis Newton est né avant Einstein, je prononce une phrase qui fait référence au temps,
mais qui a une valeur de vérité qui est indépendante du moment où je la dis. Donc, il est vrai aujourd'hui que Newton est né avant Einstein. Je peux répéter la phrase demain, elle sera toujours aussi vraie, etc. Et donc, c'est une phrase qui est vraie, quel que soit le moment où on l'a dit. À condition évidemment de la dire après la naissance d'Einstein, mais on a de la marge. En revanche, si je dis aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait beau, c'est-à-dire je prends comme référence de mon discours non pas une chronologie entre événements passés, mais le présent. Aujourd'hui il fait beau. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, oui. Il fait beau, mais si je dis la même phrase demain, elle peut être fausse s'il fait mauvais. Et donc la valeur de vérité de mon discours dépend du moment où je dis la phrase. Et il y a tout un débat chez les philosophes sur la question de savoir si toutes les propositions qu'on fait à propos du temps peuvent être amenées à des chronologies, ou s'il faut en plus mettre en scène un observateur qui dit « pour moi c'est le présent ». Et vous voyez que c'est une question qui, par exemple, se retrouve quand vous racontez, par exemple, la genèse de la Terre, quand vous racontez comment s'est formée la Terre, ou comment la vie est apparue sur Terre. Vous racontez une suite d'événements dans laquelle il n'y a jamais la présence d'un sujet. Vous racontez une suite d'événements. Par contre, quand vous racontez vos vacances, vous vous mettez vous-même en scène. Et donc, ça crée une différence dans la façon de raconter l'histoire qui renvoie tantôt aux doctrines de la conscience, comme on dit, ou aux doctrines du concept, comme on les appelle aussi. Alors, c'est un peu compliqué, mais vous voyez que déjà, quand on dit « le temps dépend de la conscience », il y a beaucoup de philosophies qui expliquent cela. Saint-Augustin, le premier. Ensuite, il y a eu Kant. Kant dit que le temps est le produit d'une grille de lecture qui est en nous et que nous projetons sur le monde. Il y a toutes sortes de façons de corréler le temps à la conscience. D'ailleurs, on parle de philosophie corrélationniste. Et encore une fois, elles sont très convaincantes et vous avez le droit d'y adhérer sans réserve. Mais, il y a quand même un petit problème qui apparaît, qui est que on sait aujourd'hui, grâce aux travaux des physiciens du XXe siècle essentiellement, que l'univers a une histoire, il a un âge, il a au moins 13,7 milliards d'années. La Terre est là depuis quelques milliards d'années, le Soleil aussi. La vie est apparue il y a quelques milliards d'années elle aussi, un peu plus tard que la Terre. Et puis l'humain, l'homme, l'homo, disons, il est là depuis 2 ou 3 millions d'années. Ça, ce sont des faits, si vous voulez. C'est des faits qu'on a du mal à contester. Ça veut dire que si le temps dépend de la conscience, alors on tombe sur un paradoxe terrible qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité, qui dit si le temps a besoin de la conscience d'un observateur pour passer, comment a-t-il pu passer avant qu'apparaisse le premier observateur? D'accord ? Autrement dit, si les sujets conscients que nous sommes sont des productions historiques, comment le temps a-t-il pu passer pour produire ces productions historiques sans qu'elles soient là pour le faire passer? C'est une sorte de paradoxe logique. Assez grave quand même, au point que certains disent qu'il est tellement grave qu'on ne peut pas accepter l'idée que le temps dépende exclusivement de la conscience. Et donc on va vers une autre pente qui est de dire le temps c'est un être physique. Un être physique qui n'a pas besoin d'observateurs conscients pour exister et pour passer. Sauf que si vous allez vers cette pente, vous tombez sur un autre problème qui est que les physiciens, qui sont les premiers à considérer que le temps est un paramètre physique, n'ont pas identifié, à ce jour, le moteur du temps. C'est-à-dire, ils ne savent pas dire d'où vient qu'on ne peut pas rester présent au même instant présent. Autrement dit, ils ne savent pas dire d'où vient que le temps n'est pas comme de l'espace. Il y a dans le temps une dynamique par laquelle vous êtes empêché de rester présent au même instant présent, alors que vous pouvez rester présent à votre même position, à une même position dans l'espace, ce qui est d'ailleurs ce que vous faites en ce moment. D'accord ? Et donc il y a une dynamique cachée dans le temps dont le moteur n'est pas explicité. Alors on prend acte du fait qu'il y a un moteur, on met une flèche sur l'axe des temps, on met une flèche, on dit cette flèche elle est là pour dire qu'il y a un moteur. Mais on n'a pas identifié le moteur. Conclusion, si vous dites ce sont les philosophes qui sont légitimes à parler du temps, vous tombez, si vous considérez que le temps dépend de la conscience, sur une difficulté énorme. Et si vous considérez que le temps ne dépend pas de la conscience,
vous tombez sur un problème énorme. Donc la question n'est pas encore réglée, si vous voulez. Elle est même tellement difficile que vous pourriez vous dire, mais finalement, on se débarrasse de la philosophie, on interroge le langage, on écoute nos façons de parler du temps, on note les phrases qu'on entend autour de nous qui contiennent le mot temps, et puis en les faisant entrer en collision les unes avec les autres, on va réussir à la fin à isoler le noyau dur du temps, à partir de l'analyse critique de nos façons de le dire. Alors vous pouvez essayer ça, mais vous verrez assez rapidement que ça ne marche pas. D'abord parce que les phrases par lesquelles nous disons le temps sont des phrases que nous comprenons toujours, sauf quand on essaie de creuser ce qu'elles veulent dire. Par exemple, si je dis « je n'ai pas le temps », je pense que vous comprenez tous ce que je veux dire, « j'ai pas le temps ». Mais en même temps, si vous analysez la phrase, en essayant de comprendre ce qu'elle signifie vraiment, vous tombez sur la conclusion suivante qui est que si je dis que je n'ai pas le temps, c'est tout simplement parce que la disponibilité ou la liberté qu'il me faudrait avoir pour faire ce qu'on me demande de faire, je ne l'ai pas. Je ne suis pas disponible. Mais pourquoi je ne suis pas disponible ? Je ne suis pas disponible parce que le temps en passant contraint mon emploi du temps. Autrement dit, c'est parce qu'il y a précisément du temps qui passe que je n'ai pas le temps. Donc, dans cette phrase, le mot temps n'a rien à voir avec l'idée de temps. Le mot temps est un mot abusivement utilisé comme synonyme du mot liberté. Je n'ai pas le temps, ça veut dire je ne suis pas libre. Et je ne suis pas libre, ça n'a rien à voir avec le temps. Je ne suis pas libre. Et d'ailleurs, un sondage qui a été fait en Belgique, si je peux me permettre, il n'y a pas très longtemps, j'ai lu ça avec ravissement, a démontré que dans 70% des cas, en tout cas c'est vrai pour la Belgique, ça doit être vrai partout à mon avis, quand quelqu'un dit « je n'ai pas le temps », dans 70% des cas, il ment. Autrement dit, c'est précisément parce qu'on a le temps de faire autre chose qu'on peut dire à celui qui nous propose de faire autre chose qu'on n'a pas le temps. Autrement dit, c'est bien une phrase qu'on prononce pour assumer et imposer sa propre liberté. Ça n'a rien à voir avec le temps. Et ensuite, pour finir avec cette histoire de langage, vous voyez que je pense qu'on va le faire nous-mêmes aujourd'hui, on n'hésite pas à attribuer au temps des qualificatifs. On parle du temps subjectif, du temps psychologique, du temps géologique, etc. Bref, on parle d'autant de sortes de temps qu'il y a de temporalités différentes. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Et si le temps ressemblait toujours à ce qui se passe dans le temps, est-ce que le concept de temps serait pensable ? Et est-ce qu'il serait intéressant ? Sans doute pas. Et donc, on commet sans doute des abus de langage en attribuant au temps des qualificatifs. Ensuite, c'est la grande remarque de Paul Valéry qui disait, quand on parle du temps, ou quand on utilise le mot temps dans une phrase, on se comprend toujours. Pourquoi, dit-il ? Parce que nous parlons vite. C'est parce que nous parlons vite que nous nous comprenons. Si on parle lentement, en s'interrogeant, après chaque mot qu'on a dit, sur le sens qu'il a, notre pensée s'effondre. Et il prend l'exemple du temps en disant, je prends une phrase qui contient le mot temps, n'importe laquelle, je sors le mot temps du flux verbal dans lequel je l'ai inséré, donc je sors le temps comme ça, je l'extrais de la phrase qui le contenait, et je le regarde pour lui seul. C'est un substantif, et Paul Valéry dit, ce substantif, il va être bombardé de questions. C'est quoi la substance qui lui est associée ? Est-ce qu'il existe par lui-même ? Quel est son lien à l'espace ? Quel est son lien à la conscience, etc. Et ce que dit Paul Valéry, c'est que si on fait cette analyse de chacun des mots qu'on met dans une phrase, alors on tombe dans un abîme de la pensée. C'est-à-dire que le temps qui était un concept familier lorsqu'il était mis dans la phrase, dès qu'il en est sorti, devient une énigme pour la pensée. Et donc je ne crois pas que c'est par une analyse du langage que nous pouvons saisir la nature du temps. Et d'ailleurs, il y a une expérience que vous pouvez faire facilement. Je suis sûr que dans la librairie qui est ici, il y
il y a le livre de Saint-Augustin qui s'appelle Les Confessions. C'est un livre qui a été écrit au IVe siècle après Jésus-Christ. Dans ce livre, il y a un chapitre très célèbre qui s'appelle Le Temps, qui fait quelques dizaines de pages. Vous pouvez lire ce livre, qui a été traduit il y a très longtemps, il a été retraduit récemment, mais vous pouvez lire n'importe quelle traduction, et vous verrez que vous comprenez exactement ce que dit Saint-Augustin. Il parle du temps, et en 2017, quand on le lit, donc 16 siècles plus tard, on comprend très bien ce qu'il raconte. Et ça devrait nous surprendre. Parce qu'entre Saint-Augustin et nous, il s'est quand même passé des choses. Il y a eu Newton, il y a eu Einstein, il y a eu Boltzmann et beaucoup d'autres. Il ne fallait pas me poser cette question. Hein. Il y en a eu beaucoup qui ont complètement changé en physique la façon de représenter le temps et de le relier à l'espace, à l'énergie, à la matière. Or, si on comprend Saint-Augustin, alors qu'il y a eu tous ces changements, c'est la preuve que ces changements n'ont eu aucun effet sur notre façon de dire le temps. Autrement dit, en 2017, nous comprenons Saint-Augustin lorsqu'il parle du temps, tout simplement parce qu'en 2017, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. C'est-à-dire que les expressions qu'il utilise, bien après Aristote et tous les autres, sont les expressions qu'on retrouve dans notre langage commun. Ça veut dire que si notre façon de dire le temps est fautive, sans doute notre façon de le penser est elle aussi fautive. Et d'ailleurs, le temps est utilisé pour dire la liberté, je l'ai dit, il est utilisé pour dire le mouvement, pour dire la durée, pour dire la succession, pour dire la simultanéité, pour dire le changement, pour dire le devenir. Ça fait beaucoup trop pour un seul mot. De sorte que quand on parle du temps, en général, et je suis le premier concerné, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc il faut faire ce que Paul Valéry, que j'aime citer, il appelait ça un nettoyage de la situation verbale. Il faut nettoyer le langage. Il faut veiller à ce que quand on parle du temps, c'est vraiment de lui qu'on parle et pas d'autre chose qu'on pourrait désigner plus facilement par un autre mot. Et évidemment, la tentation à laquelle j'ai succombé pendant 20 ans, c'est de dire quelle est la base critique qu'on va pouvoir utiliser pour critiquer le langage à propos du temps. C'est évidemment la physique. La physique s'est saisie du temps avec Galilée et Newton. Elle l'a remanié par la suite, j'ai expliqué. Et puis elle découvre des trucs grâce à ces équations. Les équations de la physique, c'est pas simplement un moyen de faire de la sténographie du réel. C'est aussi un treuil ontologique qui permet de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. Par exemple, le boson de Higgs, par exemple, les ondes gravitationnelles, enfin, vous connaissez tout ça, sont des objets qui ont été découverts parce qu'ils ont été décrits avant d'être découverts. Et ils ont été décrits grâce à des équations dans lesquelles le temps joue un rôle. Par exemple, les ondes gravitationnelles, elles viennent de la théorie d'Einstein de la gravitation. Le boson de Higgs a à voir avec la masse des particules. Et vous savez qu'en relativité restreinte, le temps propre d'un référentiel n'existe que si le référentiel est associé à une masse non nulle. Donc tous ces résultats très spectaculaires ont à voir avec le temps. Et donc vous dites, finalement les physiciens, ils arrivent peut-être pas à décrire le réel, mais à rentrer en relation avec lui, ils arrivent à rentrer en contact avec le réel. Et donc c'est à eux qu'il faut s'adresser à propos du temps pour leur dire, le temps dans vos équations, comment est-il ? Et pendant des années, avec des collègues, on a travaillé sur cette question, c'est-à-dire à essayer d'imaginer ce que les équations de la physique diraient si elles pouvaient parler du temps. Celles de la physique quantique, celles de la thermodynamique, de la mécanique classique, de la relativité, etc. Et ça a des tas de conséquences innombrables que je n'ai pas le temps de détailler. Mais, et je terminerai là-dessus, il y a quand même une réserve. Il y a quand même une réserve. Que je n'aurais pas dit il y a 5 ans si j'étais venu ici pour parler du temps, mais que je dis maintenant parce que ça m'est apparu après. C'est que le premier à avoir mathématisé le temps dans une équation de physique, proprement, je ne parle pas de Galilée qui l'a fait uniquement à propos de la chute des corps, c'est Newton, dans un livre qui s'appelle Les Principia, et il parle du temps, le paramètre T qui apparaît dans ces équations, les équations de la mécanique, il l'appelle temps. Très bien. La question, c'est pourquoi
pourquoi il a appelé ce paramètre qui n'a aucune des propriétés qu'on attribue au temps dans le langage ordinaire, pourquoi il l'a appelé temps? S'il l'a appelé temps, c'est qu'il a reconnu en lui le temps. Ça veut dire qu'il avait une conception préalable du temps qui était compatible avec la structure mathématique de ce paramètre. Or, ce paramètre t de la physique, il n'a aucune des propriétés du temps. Par exemple, il est homogène. Dans les équations de la physique, le paramètre t, prenez la physique classique par exemple, le paramètre t ne dépend pas de t. Ça, c'est un truc que je n'arrivais pas à comprendre quand j'étais lycéen. Le paramètre t ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, il ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Alors que dans le langage commun, on identifie le temps et le changement. On dit que quand plus rien ne change, le temps s'arrête. Newton dit, non, quand plus rien ne change, le temps passe. Même s'il ne se passe rien, le temps passe. Dans le langage courant, je l'ai rappelé, on attribue au temps des adjectifs, des attributs. Le temps subjectif, géologique. Newton dit non, le temps, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas de temps biologique, il y a le temps physique dans lequel il y a des temporalités différentes. Mais il n'y a pas un temps biologique, il n'y a pas de temps psychologique. D'autre part, quand nous parlons du temps, nous parlons de lui comme si le temps plagiait les phénomènes temporels. Par exemple, aujourd'hui, sous prétexte que tout va plus vite, ce qui reste à discuter d'ailleurs, les transports ne vont pas plus vite qu'avant, hein, c'est même le contraire. Tout ne va pas plus vite, mais on dit que tout va plus vite, et on dit que du coup, le temps s'accélère. On fait comme si le temps ressemblait à ce qui se passe dans le temps. Mais c'est absurde de dire que le temps s'accélère. Pour avoir une accélération, il faut avoir une vitesse déjà. Le temps n'a pas de vitesse, puisqu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc le temps, il avance de 24 heures toutes les 24 heures, c'est tout ce que vous pouvez dire. Il n'a pas de vitesse. Il a encore moins d'accélération. Et donc vous voyez que le temps de Newton, qui n'a pas de vitesse, qui n'a pas d'accélération, est un temps qui contredit notre pensée du temps. Et donc, en toute rigueur, Newton aurait dû appeler ce paramètre t autrement que temps. Mais il l'a appelé temps. Et du coup, c'est vers les physiciens qu'on va pour qui répondent à des questions sur le temps. Vous voyez que le temps de Newton, c'est un temps qui ne fait rien d'autre que de transporter au cours du temps l'invariance des lois physiques. C'est-à-dire le fait de dire que le paramètre t, il est homogène. Il est homogène, c'est bizarre. Tous les instants du temps sont équivalents. Quand vous mettez l'instant t, cet instant t, où qu'il soit dans le cours du temps, il a la même nature que tous les autres instants. En fait, on a compris après, grâce à une mathématicienne qui s'appelle Émile Noether au début du XXe siècle, que ce temps homogène, en fait, il dit simplement que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Les lois physiques sont les mêmes, s'écrivent de la même façon à tous les instants du temps. Et c'est ça que dit le fait que le temps soit homogène. Et c'est une idée qui peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est une idée que chacun d'entre nous a déjà dans la tête. Par exemple, si ce matin, vous avez appuyé sur le bouton de votre four à micro-ondes, il a marché, très bien. Demain matin, vous appuyez sur le même bouton. Votre four à micro-ondes qui marchait ce matin ne marche plus demain. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, il est tombé en panne. Alors qu'il y a une autre hypothèse qui ne vous viendra jamais à l'esprit, mais qui est parfaitement défendable, c'est que durant la nuit qui va venir, durant la nuit prochaine, les équations de Maxwell qu'ont utilisées les ingénieurs pour concevoir ce four à micro-ondes aient changé dans la nuit. Autrement dit, si votre appareil ne marche plus, ce n'est pas parce qu'il est tombé en panne, c'est parce que les lois physiques ont changé. Or, cette idée, vous ne l'avez jamais, parce que vous êtes persuadé, comme tout le monde, que les lois physiques sont les mêmes tous les jours. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure Saint-Augustin qui semble poser quand même des éléments intéressants de réflexion qui sont, par exemple, la difficulté de penser le temps avec des termes comme passé et futur. Quelle est la valeur d'un terme qui désignerait quelque chose qui n'est plus ou quelque chose qui n'est pas encore? Et puis, pour revenir
à cette espèce de temps homogène, est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que dans la vie de tous les jours, on pense le temps comme étant une sorte d'absolu, comme un réceptacle qui contiendrait des temps particuliers? Par exemple, si je regarde une étoile et que je me fais piquer par un moustique, je vais dire que c'est en même temps, alors que la lumière de l'étoile et l'événement moustique n'appartiennent pas au même instant. Donc deux choses, la difficulté de penser le passé et le futur, et cette idée de est-ce qu'on ne construit pas le temps, est-ce qu'on ne pense pas dans une sorte d'absolu du temps? Bon, vous êtes en forme, hein. C'est des questions. Non, mais c'est des questions. Bon, moi, je suis toujours embarrassé quand on doit parler du temps comme ça en l'air. C'est-à-dire, on peut parler du temps qu'à partir d'un formalisme ou d'une théorie physique. Sinon, on peut dire à peu près ce qu'on veut. Mais là où je trouve que vous lancez bien la question, c'est en rappelant Saint-Augustin. Saint-Augustin, dans ce livre incroyable, il pose des questions, en fait, dont on n'a pas aujourd'hui vraiment la solution. Par exemple, il pose la question: comment est-ce que je peux être dans le présent et en même temps sentir que le temps passe? Quand vous êtes en train de nager dans un fleuve, en suivant le cours du fleuve, à la limite, vous ne sentez pas que le fleuve coule, puisque vous êtes emporté par le fleuve. Vous ne pouvez parler d'un écoulement du fleuve que depuis une berge, depuis laquelle vous le voyez couler. Et donc, pour sentir l'écoulement du fleuve, il faut être hors du fleuve. Mais dans le temps, comment est-ce que je peux être dans le temps ou dans le présent et avoir un point de vue extérieur qui me fait sentir que le temps passe? Ça, c'est une question bouleversante. Alors, on peut tenter d'y répondre, peut-être on le fera tout à l'heure, ou alors il pose des questions d'ordre temporel, sur le temps donc, mais à partir d'un vocabulaire spatial. Par exemple, il dit: où est le présent quand il devient passé? Et où est le passé? Où est le passé? Vous voyez, c'est une question spatiale. Enfin, c'est un vocabulaire spatial appliqué au temps. Où est le passé? Et ça renvoie vers votre question qui est finalement où est-ce que le passé est passé quand il est plus présent? Est-ce qu'il est quelque part où nous ne sommes plus? Ou est-ce qu'il est dans le néant? Autrement dit, est-ce que le passé a un lieu? Prenez par exemple cette bouteille. Je peux la détruire. Donc cette bouteille n'existe plus dans le présent. Mais est-ce que j'ai le droit de dire qu'elle n'existe plus du tout? Est-ce qu'elle existe en tant qu'une bouteille qui a existé dans le passé? Elle existe quelque part avec ce statut-là? Ou est-ce que, étant passée, elle est trépassée, c'est-à-dire elle est anéantie? Vous voyez que c'est des questions, on est un peu embarrassé pour répondre. Quand vous pensez au passé, est-ce que vous pensez à un lieu qui existe encore, mais où vous n'êtes pas? Ou est-ce que vous pensez au néant? On peut dire la même chose du futur. Quand vous pensez à demain, est-ce que vous pensez à une sorte d'événement qui est déjà là quelque part à attendre qu'on arrive? Ou est-ce que demain, à l'heure où je vous parle, c'est le néant? Et c'est la suite des instants fabriqués par le cours du temps qui fera que demain finira par arriver, mais quand il sera présent, je ne dirai pas que c'est demain. Et donc la question à laquelle on ne sait pas répondre, c'est: est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Comme nous avons l'habitude de spatialiser le temps, par exemple dans nos calepins, la journée de demain, la semaine prochaine sont déjà là dans les pages suivantes, ou bien sur un téléphone quelconque, on représente le temps comme de l'espace. Et donc on a l'impression que le passé ou le présent ont la même réalité que le présent, de la même façon que l'espace existe, même quand on n'est pas présent. On est à Nantes, alors que nous sommes à Nantes, la ville de Strasbourg existe, la ville de Paris existe. La seule différence entre ces villes qui ont la même existence, la même ontologie, c'est que je suis présent à Nantes et pas aux autres villes. C'est ma présence qui fait que... Et la question se pose pour le temps. D'où vient qu'il y a du présent? Alors, il y a une théorie dont on parlera peut-être demain quand on parlera de la flèche du temps dans un débat qui est prévu à 11h, mais
il y a une théorie qui s'appelle l'univers bloc, qui est une théorie enfin, c'est pas une théorie, c'est plutôt une interprétation de la relativité qui a été proposée par un certain nombre de mathématiciens et qui avait beaucoup séduit Einstein. La théorie de l'univers bloc, c'est de dire, finalement, l'espace-temps, c'est la même chose que l'espace. C'est-à-dire là, on est dans l'espace, on est présent à Rennes, pardon. Parce qu'il y a quelqu'un dans le train qui m'a expliqué qu'il fallait pas confondre la Bretagne, enfin que je sais pas quoi, Nantes, c'est bon, qu'il fallait pas confondre Nantes et Rennes. Et donc j'ai fait un lapsus. Je vous demande de plaider l'inconscient. Je ne veux pas me mêler à cette histoire. Donc nous sommes à Nantes, là où il y a des petits lus. Hein, on est à Nantes et donc les autres villes existent. Et donc l'idée c'est de dire c'est la même chose pour l'espace-temps. Donc l'espace-temps c'est comme l'espace, c'est une arène qui est présente de toute éternité, dans laquelle tous les événements sont installés. Chaque événement est repéré par un point d'espace et un instant qui le définit. Et donc tous les instants du passé sont là, tous les instants et les événements du futur sont là. Quelle est la différence entre le futur, le présent et le passé? C'est que moi, observateur, je ne suis présent, enfin, je définis comme présent l'endroit où je suis présent dans l'espace-temps. Autrement dit, c'est ma présence qui définit le présent. Il n'y a pas un présent de l'univers, vous l'avez rappelé à propos de l'étoile, il n'y a pas un présent de l'univers. Quand on regarde l'espace, on ne voit pas le passé. Plutôt, on ne voit pas le présent, on voit au contraire le passé. On voit les étoiles telles qu'elles étaient lorsqu'elles ont émis leur lumière. Donc on ne voit que le passé de l'univers. Et finalement, le présent, c'est l'endroit dans l'espace-temps où nous sommes présents. Et pour terminer sur cette question du présent qui est énorme, vous savez, quand Einstein était à Princeton en 1954, donc c'était un an avant sa mort, il s'est un peu rendu compte que la physique, il y avait un problème avec le présent. Et ça a été raconté par un philosophe qui lui rendait visite, qui s'appelle Carnap. Et Carnap raconte dans son autobiographie intellectuelle ce qu'a été la discussion avec Einstein. Et il raconte qu'Einstein était extrêmement perturbé par la question du présent. Il l'avait pas vraiment identifié avant, mais un an avant sa mort, elle l'a rattrapé. D'où vient l'embarras d'Einstein? Il dit finalement, l'instant présent, pour nous, c'est un instant très particulier. C'est un instant qui a de l'éclat, c'est l'instant qui accueille notre présence. Et donc, ce n'est pas un instant comme les autres. Mais pour la physique, non, l'instant présent est un instant comme tous les autres. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus banal pour un instant que de passer par le présent. Un instant du temps qui n'a jamais été présent, qui n'est pas présent et qui ne sera jamais présent, ce n'est pas un instant. Autrement dit, pour un instant, il est banal de passer par le présent une fois. Donc l'instant présent, pour la physique, est comme tous les autres. Et qu'est-ce qui a mis Einstein dans une sorte de transe? C'est qu'il se dit, alors, soit la physique est complète, et elle nous a appris tout ce qu'on peut savoir du temps, et dans ce cas, l'instant présent que nous croyons singulier est vraiment un instant banal. Soit au contraire, l'instant présent a un éclat particulier dont la physique ne rend pas compte, ce qui veut dire qu'elle n'a pas fini son travail, elle est incomplète. Et donc, ça c'est une question fondamentale. Si vous voulez rendre compte de la singularité du présent, dans quelle discipline allez-vous vous orienter? Vers la physique? À expliquer pourquoi il faut rajouter des choses pour comprendre l'éclat du présent? Ou vers d'autres disciplines comme les neurosciences, ou les sciences cognitives, ou la philosophie? Voilà. Donc voilà, vous me posez des questions qui m'emmènent un peu loin, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est très beau cette formule, l'éclat du présent. Donc c'est à partir du présent que je peux penser le passé. Mais par exemple, en logique classique, je pense à Aristote par exemple, il est difficile de penser le futur. Par exemple, le principe de contradiction, qui est un des principes fondateurs de la logique classique, ne s'applique pas au futur. La bataille navale aura lieu et n'aura pas lieu demain. Et donc, à partir de là, j'élargis un peu plus. Comment on peut avoir confiance en une science
pour demain. Comment peut-on reconduire, lorsqu'on est chercheur, la validité présente d'une science à demain? Alors, oui, vous voulez traiter le sujet des utopiales, donc le temps, le futur. Il n'y a pas une science. Je ne crois pas qu'il y ait une science. Chercheur, ça... Je crois pas qu'il y ait une science du futur, puisque. Non, ce que je voulais dire, c'est la physique, par exemple. Ouais. Vous la savez aujourd'hui. Est-ce qu'il faut avoir confiance en la science pour la projeter dans le futur? Est-ce que la bataille navale aura lieu ou n'aura pas lieu demain? Alors, la physique, elle s'organise autour de lois. Elle ne prédit pas des événements. Donc, il y a des événements qui sont contingents, qui dépendent de nos actions, les événements politiques, les guerres. Je ne crois pas qu'on aura un jour une science de la guerre qui permettrait de prédire les dates de déclenchement des conflits et les dates d'arrêt. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'il vaut mieux pas, d'ailleurs. Mais il y a quand même des lois. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des lois qui résistent au passage du temps d'une façon remarquable. Regardez les équations d'Einstein de la gravitation, la relativité générale. Il a écrit les équations après 10 ans de labeur acharné en 1915. On est en 2017. Quand on fait de la cosmologie scientifique, on utilise les équations d'Einstein. Qu'est-ce qu'on savait sur l'univers en 1915 ? Rien. Rien. On ne savait pas que l'univers était en expansion. On ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas identifié les forces nucléaires. On ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes, les météores, les comètes. C'est tout. Et en un siècle, regardez ce qu'on a acquis comme données, informations à partir des télescopes et des satellites. C'est gigantesque. On en sait donc beaucoup plus sur l'univers qu'en 1915. Mais aucune des connaissances nouvellement acquises n'a remis en cause les équations d'Einstein. Pareil pour la mécanique quantique. Regardez les découvertes en physique des particules. Aucune n'a remis en cause les principes de la mécanique quantique. Donc, je pense qu'un jour, on va mieux comprendre la relation éventuelle entre gravitation et mécanique quantique. Donc, il peut y avoir des surprises. Mais il y a des domaines dans lesquels, moi, je serais prêt à dire, on doit s'appuyer sur les lois telles qu'on les connaît, sans parier sur le fait qu'un jour, il y aura des nouvelles lois découvertes. Et le domaine auquel je pense, c'est l'énergétique. Je pense que les lois de l'énergétique sont connues. Depuis longtemps, d'ailleurs. Les lois conservation de l'énergie, deuxième principe de la thermo, l'irréversibilité, c'est des choses connues. Et donc, je pense que quand nous pensons la question de l'énergie, nous devons faire confiance aux lois que nous connaissons, plutôt que d'imaginer des scénarios improbables dans lesquels on imaginerait qu'on trouvera une cinquième force qui nous permettra d'avoir une source d'énergie inconnue, etc. Je pense qu'il y a des domaines où on peut faire des prédictions. Je pense que ce que disent les climatologues est juste. Je pense que ce que disent les énergéticiens est juste. Et donc, ça va barder. D'accord ? Ça va barder. La physique, c'est fait pour faire rêver. Hein. Quand on parle de trous noirs, de pulsars, d'ondes gravitationnelles, de bosons de Higgs, c'est fait pour exciter l'imaginaire. Mais il y a d'autres domaines où elle est faite pour au contraire, empêcher de rêver et avoir le sens des responsabilités. Je dis ça parce que j'ai assisté à pas mal de débats sur la transition énergétique. Il y a eu beaucoup de discours. Et bien, il y a beaucoup de discours qui violent les lois physiques. Voilà. Et moi, je pense que la nature ne se laissera pas violer par des discours qui violent les lois physiques. Comme le disait Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Et donc, si vous tenez un discours qui viole les lois physiques, ce discours n'aura pas d'effet sur la nature. Par exemple, le nombre de gens qui vous parlent de production d'énergie ou de consommation d'énergie. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà produit de l'énergie ? Non. Personne. On ne peut pas produire d'énergie, parce que l'énergie se conserve. Donc on peut prendre l'énergie qui est là, l'emmener ailleurs, ou bien la prendre telle qu'elle est là et transformer sa forme.
changer de l'énergie thermique en énergie électrique. Mais on n'a jamais produit d'énergie à partir de rien. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà consommé de l'énergie? Ben non, personne. Pour la même raison, l'énergie se conserve. Donc quand vous mettez de l'essence dans votre voiture, vous roulez, ça vide le réservoir, vous dites j'ai consommé de l'énergie. Non, vous avez consommé du pétrole. Mais à la fin, l'énergie que vous avez utilisée pour vous déplacer, pour éclairer la route avec vos phares, pour chauffer le sol, etc., elle est la même qu'au début. Donc vous n'avez pas consommé d'énergie. La seule chose que vous avez faite, c'est que vous avez produit de l'entropie. C'est-à-dire que vous êtes parti d'une énergie très organisée qui est le pétrole, qui est une forme d'organisation de l'énergie quasi miraculeuse, et vous l'avez transformée en chaleur. Et vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez produit de l'entropie. En termes vulgaires, vous avez foutu le bordel. D'accord ? Et donc si on nommait les choses mieux, on penserait mieux ces choses-là. Et il y a tout un vocabulaire sur l'énergie qui viole les lois élémentaires de l'énergie. C'est pour ça que je me permets cette petite parenthèse. Alors, en forçant les choses, Platon disait que le temps, c'est l'image mobile de l'éternité. Et, vous avez écrit un très bel article dans le hors-série pour la science qui porte sur le Big Bang. Et il est question notamment de nouveaux modèles, par exemple, qui repose la question de l'éventuelle création du temps avec un pré-Big Bang ou je pense par exemple au modèle holographique. Est-ce que vous pensez que ce sont des domaines qui risquent de bouleverser la conception du temps ou sont des modèles qui conduisent à autre chose, à penser autrement le temps? Donc la question, c'est, si je la reformule, c'est à propos du Big Bang, est-ce qu'il ne se passe pas des choses en ce moment? Surtout, c'est pour cette éternelle question qui rythme l'histoire des sciences et de la philosophie, qui est est-ce que le temps a été créé ou est-ce qu'il y a toujours eu du temps? Alors ça dépend de ce qu'on appelle le temps, mais en plus j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que là, en effet, il y a pour la science, il y a de la recherche, etc., qui ont l'air de dire que depuis 15 jours, il se passe du nouveau sur le Big Bang. Bon, il se passe du nouveau, mais depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait quand même très longtemps que on sait que notre façon de parler du Big Bang, aujourd'hui, depuis quelques années, ne rend pas justice aux travaux des physiciens. Pour le dire autrement, c'est un peu comme ce que je disais avec Saint-Augustin. On parle du Big Bang comme on en parlait en 1950. Sauf qu'en 1950, enfin entre 1950 et aujourd'hui, on a compris beaucoup de choses. Et ces choses, si on en tient compte, obligent à repenser notre façon de dire le Big Bang. Voilà, c'est tout simple. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais en fait, ça fait des années que cette question est sur la table. Alors, si je peux expliquer pourquoi on doit changer notre façon de parler du Big Bang, c'est assez simple. C'est qu'en 1950, quand le mot Big Bang apparaît, il a été plaqué sur des modèles qu'on appelait les modèles d'évolution dynamique de l'univers, promus par des gens comme Gamow et d'autres. C'est des gens qui ont remarqué que si on prend les équations d'Einstein de la gravitation, si on tient compte de l'expansion de l'univers, et si on fait s'écouler le temps à l'envers dans les calculs, donc on décrit l'univers à rebrousse-temps, on voit que dans le passé, plus on va loin, plus l'univers observable est petit, plus il est dense et plus il est chaud. Voilà. Et quand on extrapole les courbes, enfin les calculs, aussi loin qu'on peut, on tombe sur un truc assez bizarre, c'est que la taille de l'univers finit par s'annuler, devient un point de taille nulle donc, qui correspond à une température infinie et une température infinie. Et c'est ça qu'on appelait le Big Bang. Et comme on est dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, on a dit ce Big Bang, c'est l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, la lumière, etc. Et ça a enclenché d'ailleurs un débat avec les religions, notamment la religion catholique. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang et Dieu dans tout ça, etc. Alors évidemment, ces questions sur l'avant-Big Bang de l'époque étaient parfaitement légitimes, intéressantes, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui les impose dans la cosmologie. Pour une raison simple, c'est que dans le raisonnement que j'ai tenu devant vous,
j'ai supposé que les équations d'Einstein, qui décrivent la gravitation, étaient tout le temps vraies, à tous les instants du temps passé. Alors, elles sont peut-être vraies pour décrire la gravitation, mais comme vous le savez, dans l'univers, il y a d'autres forces que la gravitation. Il y a les forces nucléaires, il y a les forces électromagnétiques, qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein. Donc vous faites des calculs avec Einstein. Si les calculs sont mathématiquement justes, tout va bien. Mais il se peut qu'ils deviennent assez rapidement physiquement faux. Pourquoi physiquement faux? Parce qu'ils ne décrivent pas les phénomènes physiques que vivent les particules, la matière, lorsqu'elle est dans un univers très dense et très chaud. Pour décrire ces interactions, il faut utiliser un autre formalisme que la théorie d'Einstein. C'est ce qu'on appelle la physique quantique que j'ai évoquée. Et il y a plein de modèles qui essaient de faire ça pour essayer de remonter à ce qu'était l'espace et le temps avant le mur de Planck. Le mur de Planck étant ce moment en deçà duquel vous n'avez plus le droit de dire que vous faites de la physique si vous n'utilisez que les équations d'Einstein. Parce que vous oubliez des phénomènes. Donc il y a la théorie des cordes, il y a plein de trucs, plein de modèles qui essaient de décrire en même temps les cas de force avant le mur de Planck pour voir comment on pourrait parler du Big Bang ou de l'espace et du temps avant le mur de Planck. Et ce qui est assez curieux, c'est que toutes les théories qui sont à l'ébauche, quand on les applique à cette période-là de l'univers, font disparaître l'instant zéro auquel on associe le Big Bang. Par exemple, la théorie des cordes, elle vous prédit que la température maximale dans l'univers est nécessairement finie. C'est-à-dire qu'en tout point de son espace et à tout instant du temps, la température dans l'univers peut être très grande, mais elle est toujours finie, c'est-à-dire pas infinie. Elle est bornée. Et il suffit que je dise cette phrase pour que l'instant zéro, avec sa densité infinie et sa température infinie, passe à un mauvais quart d'heure. C'est-à-dire l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 n'existe pas dans les modèles qui essaient d'unifier la gravitation et la mécanique quantique. C'est pour ça qu'on parle de pré-Big Bang, etc. Dans les théories de pré-Big Bang, ce qu'on appelait le Big Bang n'est plus une singularité, c'est une transition de phase entre l'univers d'avant, qui se contracte. Avant qu'il ait une taille nulle, il atteint la température maximale, et donc il rebondit sur lui-même, puisque s'il continue à se contracter, il augmenterait sa température, ce qu'il ne peut pas faire, puisqu'il a atteint la température limite. Donc c'est juste pour dire qu'il faut se calmer, et que la première chose à faire, avant de parler de tout ça, c'est de démontrer que l'univers a une origine. Et pour l'instant, ça n'est pas démontré. Parce que dire que l'univers a une origine, c'est dire que l'univers a été précédé par rien. Il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il y a quelque chose. Or, tous les discours qu'on entend, c'est dire l'origine de l'univers, c'était, je sais pas, le vide quantique, ou bien une collision de trous noirs, ou bien Dieu, ou bien les lois physiques, enfin ce que vous voulez. Autrement dit, on entend beaucoup de discours qui nous disent l'origine de l'univers, c'est ceci ou cela. Sans voir que ces phrases qui disent l'origine de l'univers sont des phrases qui contredisent l'idée que l'univers a une origine. Parce que ou bien la chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine, puisqu'il y a toujours eu quelque chose. Ou bien vous dites que cette chose qui est en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là. Ça veut dire qu'elle est elle-même l'effet d'une cause qui l'a précédée. Donc ce n'est pas l'origine. Dans les deux cas, vous aboutissez à un discours qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Donc tout le monde parle de l'origine de l'univers, mais personne ne la dit jamais. Et là, s'il ne nous reste que 5 minutes avant le discours, l'inauguration qui sera suivi d'un cocktail, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ici, Étienne? Oui, non, ça va, devant, ça marche. Droit devant. Oui,
c'est pas grave. C'est l'idée pour décrire le présent. Est-ce qu'on peut avoir recours à la topologie? C'est-à-dire que si vous prenez l'instant présent T, on est mort puisque la matière ne bouge pas. Alors est-ce que quand j'énonce une phrase, je tiens compte de ce que je viens de dire, c'est-à-dire je prends un morceau du passé, mais aussi je tiens compte d'un projet, c'est-à-dire c'est l'histoire des voisinages. Moi, c'est des vieux souvenirs mathématiques. Donc le moment présent, pour le faire exister, il faudrait faire intervenir une sorte d'intersection entre quelque chose qui appartient au passé et puis un projet entre l'objectif et le subjectif. Voilà, il y aurait une intersection qui serait le présent. Est-ce que la topologie peut avoir un usage quelconque pour comprendre votre présent? Alors, il y a en effet pas mal de travaux qui essaient de s'intéresser à ce qu'on appelle en anglais physics of now, c'est-à-dire la physique du présent, c'est-à-dire à essayer de comprendre ce qui fait qu'un instant présent pour nous est un instant singulier. Il y a des tentatives topologiques, je ne vais pas vous en parler comme ça, mais ça existe. Il y en a d'autres qui jouent sur des effets de mémoire, d'accord ? C'est-à-dire que le présent, le sentiment du présent est lié à une certaine remembrance du passé, si j'ose dire. C'est-à-dire que le sens qu'on attribue au présent vient de ce qu'on a accumulé des souvenirs du passé qui permettent de le comprendre. Et donc, on est dans un continuum, si vous voulez, qui fait que l'instant présent n'est pas un instant ponctuel, mais une espèce de continuum qui va faire exister auprès de la conscience, en même temps, des instants qui ne peuvent pas coexister dans le temps physique. Je ne sais pas si je suis clair, mais vous voyez que notre conscience du présent, elle est beaucoup plus durable que l'instant présent de durée nulle. Par exemple, si je déplace mon doigt devant mon visage, comme ça, vous voyez, je perçois l'intégralité de la trajectoire. Ça veut dire que ma perception du présent l'étale sur une durée qui est non nulle et qui fait donc coexister dans ma conscience des instants différents qui existent ensemble, qui dans le temps physique ne peuvent pas coexister. Puisque dans le temps physique, il n'y a qu'un instant à la fois. Encore une question? Oui. Étienne? Quel est votre Alors, je ne suis pas l'arbitre des débats. Hein, alors rapidement, sur dernière question. Sur la création de l'univers et la temporalité qui va avec. Est-ce qu'une façon de contourner le problème, ça n'est pas de parler de la création et du temps de la création de cet univers-là? Et donc, qu'il peut y en avoir eu avant, qu'il peut y en avoir eu après, et comme tu le disais, qu'on peut être aussi dans des multitemporalités parallèles? Écoute, merci pour cette question, mais moi je ne veux pas donner l'impression que je connais l'origine de l'univers. Simplement, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire il y a des modèles modèles de multivers par exemple, qui montrent que notre univers peut être issu du vide quantique grâce à une fluctuation. Et puis il y a d'autres univers qui sont régis par d'autres lois, qui sont des univers qui existent en même temps que le nôtre et qui sont complètement décorrélés du nôtre, donc on n'y a pas accès. Et donc en effet, ce qu'on appelle l'origine de l'univers, c'est pas la transition entre le non-être et l'être, l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose, c'est comment, à partir d'un contexte particulier qu'on sait définir et représenter physiquement, notre univers a-t-il pu émerger tel qu'on le connaît. Et donc, en effet, c'est plus la question de l'origine, c'est la question de la généalogie. Et si on pense la question de l'origine de l'univers comme une généalogie, alors en effet, on peut montrer, dans les cosmologies qu'on appelle Branner, que par exemple, notre univers est issu d'une collision qui s'est produite dans le vide quantique, dans un vide à plusieurs dimensions, à plus de dimensions que les 4 que nous connaissons, entre une brane à 4 dimensions qui est notre brane, et puis une autre brane qui est ailleurs. Et ce qu'on appelle le Big Bang, c'est la collision dans notre univers de cette brane dans laquelle nous sommes avec une autre brane. Mais il y a toujours une histoire qui précède cette généalogie, si vous voulez. D'ailleurs, quand en science, on raconte l'origine de quelque chose, c'est quelque chose pouvant être un atome, une étoile ou n'importe quoi, on raconte l'histoire qui a précédé l'apparition de cette chose, et donc cette chose est l'aboutissement. Autrement dit, pour un physicien, le mot origine veut dire achèvement, conclusion, conséquence. Raconter l'origine des atomes, c'est raconter les processus physiques
dont l'apparition des atomes et l'achèvement. Ok? Mais quand vous racontez l'origine de l'univers, ça veut dire que vous racontez l'histoire qui a précédé l'univers, dont l'univers est l'achèvement. Vous voyez? C'est là que l'embarras commence. Eh bien, un grand merci, Étienne Klein. Merci à vous. Comme toujours, un grand merci.